Bienvenue sur la Tawhid TV, le rétroflash, les titres. Emprisonnement de Cheikh Oumar Diagne, ses camarades trouvent son incarcération arbitraire. D'ailleurs, il annonce une marche pacifique pour exiger sa libération. En conférence de presse, il fustige l'audience du chef de l'État accordée aux militants LGBT. En 2023, le Sénégal va commencer à exploiter le pétrole et le gaz. L'OFNAC veut prendre les devants en commanditant une étude pour éviter la malédiction du pétrole. L'étude donc qui préconise également le renforcement du cadre législatif. Nous y reviendrons dans ce journal. Et puis, entre écart de langage et le manque de guichets d'accueil dans les hôpitaux, les patients et leurs accompagnants se perdent, sont désorientés. Dès lors, donc, la création d'un nouveau corps de métier est dès lors préconisée lors d'une conférence publique sur la question à l'Institut Amdi Santé. C'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Le collectif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne estime que sa détention est arbitraire et exige sa sortie de prison. D'ailleurs, il accuse les autorités de l'avoir emprisonné à cause de son combat contre les LGBT. D'ailleurs, il prévoit également d'organiser une marche pacifique de la place de la Nation au rond-point RTS. Lors de la conférence de presse, les membres du dit collectif également ont fustigé l'audience du chef de l'État accordée aux militants LGBT. Écoutons pour plus de détails. Dénoncer encore une fois l'arrestation arbitraire, illégale, illégitime, injuste de notre camarade Cheikh Oumar Diagne, mais aussi exiger sa libération dans les plus brefs délais. L'élément matériel qui a servi de plainte, c'était lors d'une émission lorsqu'on avait invité des leaders de Anissa Moudjikoy. C'est dans cette émission que quelqu'un a appelé, je ne veux même pas citer son nom, quelqu'un a appelé pour l'insulter publiquement et lui il a répliqué. Donc on peut dire carrément qu'il a été arrêté dans sa lutte contre l'agenda homosexuel et la franc-maçonnerie. Il a droit à une visite par 15 jours. Et pourtant, les autres, ils reçoivent leurs visites une fois et deux jours par semaine. Et ça, nous ne pouvons pas le comprendre. Donc, nous n'allons pas accepter. Lorsqu'on a vu la rencontre du président Macky Sall avec meurtrier au palais, avec cet homosexuel de Soros, les deux points qu'ils ont dit à l'issue de cette rencontre, ils ont dit qu'ils vont accompagner le gouvernement sénégalais sur l'éducation et sur la santé. Aujourd'hui, nous savons que si on inculque nos enfants depuis le bas âge les pratiques homosexuelles, si on fait de telle sorte que nos enfants n'aient plus d'arrière-pensée sur ces pratiques, si on leur familialise avec ces pratiques, ils n'auront pas de problème à défendre les causes LGBT. Dans le domaine de la santé aussi, c'est la reproduction là-bas. À partir de cela, si le secteur sanitaire du Sénégal est apte à faire des chirurgies, est apte à faire des transformations pour ceux qui le désirent, de ce fait, ceux qui en ont le désir n'auront plus besoin de sortir du pays. Ils pourront rester ici au Sénégal et faire pratiquer leurs pratiques. Et ça, peut-être, ce sera après notre mort, parce que nous, vivants, nous n'allons jamais accepter cela. Exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal en 2023, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, a commandité une étude sur les vulnérabilités à la corruption dans le secteur extractif, afin d'examiner le cadre juridique et également de l'organisation institutionnelle. Parmi les recommandations, le renforcement du cadre législatif, notamment en matière de versement de pots de vin, mais également l'identification systématique des personnes physiques avant l'attribution des droits minéraux, ceci pour éviter la malédiction du pétrole. Écoutons à ce propos Dr Moustapha Fall, il fait partie du comité scientifique. On a noté
que la corruption intervient sur tous les éléments de la chaîne de valeur. D'abord au niveau de la décision d'extraire la ressource, au niveau de l'attribution des contrats, pour ce qui est également du contrôle des opérations. Mais l'aspect aussi le plus déterminant, c'est la collecte des revenus, c'est-à-dire l'argent qui est généré dans le secteur. Et bien même, on a précisé que la corruption pourrait intervenir aussi au niveau des dépenses sociales, au niveau des dépenses économiques, mais tout ce qui est aussi l'affectation des revenus à des dépenses publiques. C'est pour vous dire que cette étude a voulu déjà présenter ces vulnérabilités-là. Par exemple, quand on prend la question de l'octroi des titres miniers, l'une des vulnérabilités souvent, c'est qu'il peut y avoir des failles dans la législation qui ne prévoient pas l'absence d'appel à concurrence, c'est-à-dire comment on attribue le titre, est-ce que c'est par appel d'offres ou par négociation directe. Mais la pratique a montré que c'est l'appel d'offres qui sécurise mieux justement ce qu'on appelle l'activité. Il y a aussi un autre point de vulnérabilité qu'on appelle l'opacité des bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire si on ne connaît pas les personnes qui tirent bénéfice directement dans l'activité, cela peut justement favoriser la corruption. Donc il faut comprendre l'esprit de l'étude, c'est qu'il fallait dans un premier temps diagnostiquer le cadre juridique et institutionnel en vue d'identifier les formes de corruption, étudier les risques, mais surtout également ce qu'on appelle les causes sous-jacentes. Et au titre des recommandations, je crois que l'étude a révélé qu'il faille renforcer le cadre juridique et institutionnel en termes, par exemple, de la législation en matière de versement de pots de vin. Il y a des pays qui aujourd'hui de plus en plus interdisent systématiquement le versement de pots de vin dans l'industrie. L'autre aspect aussi, on a précisé qu'il faut au moment par exemple de l'attribution des droits minéraux qu'on puisse identifier systématiquement les personnes physiques, pas les personnes, j'allais dire les personnes morales, mais les personnes physiques. Et à ce point-là, c'est que notre pays va démarrer la production pétrolière et gazière et l'étude intervient dans ce contexte de préparation pour dire aux autorités, voici les risques justement j'allais dire, voici les vulnérabilités. Et donc ça donnera l'occasion, une fois que les recommandations sont mises en œuvre, de ne pas connaître souvent ce qu'on connaît, la malédiction des ressources naturelles. Certains citoyens se plaignent de l'accueil dans les hôpitaux également. Ainsi, l'Institut Amdi Santé veut apporter sa pierre à l'édifice. L'école de formation a organisé une conférence publique sur la question pour mieux outiller ses étudiants afin qu'ils puissent être accueillants une fois en service dans nos structures sanitaires. Compte rendu Imam Thiam Abdoulaye Wade. La plupart des patients se plaignent de la qualité de l'accueil dans les structures sanitaires. Dès lors, le groupe Amdi Santé compte y mettre l'accent davantage pour mieux préparer ses futures sages-femmes et infirmiers. C'est pour cela, vu ces perturbations nouvelles, qu'on est revenu pour réinsister de nouveau, pour faire une mise à jour, si on peut le dire. Donc du personnel, mais surtout et surtout des apprenants, surtout la plupart d'entre eux, ils sont en 3e année. Donc d'ici quelques mois, ils auront peut-être leur diplôme. Ils seront recrutés. Je pense que c'est maintenant à jamais, avant qu'ils aient leur diplôme, avant qu'ils soient opérationnels en activité. Donc de revenir sur vraiment le rôle de l'infirmier, l'accueil du malade, la conscience professionnelle. Donc cela peut donc être une solution, une voie de solution pour ces nombreuses perturbations, pour les comportements des personnels dans les hôpitaux. Les étudiants disent être réconfortés avec ces nouvelles connaissances acquises et comptent bien les appliquer une fois opérationnelles. Ce qui veut dire qu'on sait que c'est une très forte responsabilité pour nous. On doit soulever ça un jour et on fait tout pour y arriver. C'est pourquoi on est là aujourd'hui pour écouter ceux qui ont l'expérience, qui nous expliquent les choses. Ça, et c'est important. Et nous, en tant que sages-femmes et infirmiers, nous devons savoir et connaître notre rôle principal que nous devons jouer durant... Le directeur des études, quant à lui, estime qu'il faudra créer un nouveau corps de métier dans le but d'améliorer l'accueil. Cette blouse blanche, c'est le premier reflet de l'accueil. Il y a le principe du visage, du comportement. Le principe, si vous voulez même, de la communication. Le principe de l'accompagnement et l'orientation. Ces principes, ces axes stratégiques font de l'accueil un temps très important au moment du premier contact. Donc vous avez vu, c'est des qualités qu'on recherche sur la personne infirmière ou sage-femme. Ce n'est pas des soins qu'on pose, mais c'est un ensemble de séries de comportements. Un ensemble de séries d'attitudes, d'actes qu'on doit poser dès le premier contact. Je peux être d'accord sur vous sur un principe de suivi et d'évaluation sur les acteurs du terrain. Nous tous, on a reçu une formation.
Mais est-ce que la formation qu'on a reçue est en train de dérouler correctement en milieu hospitalier? Ça veut dire qu'il faut un suivi réel, prendre les décisions qu'il faut, sanctionner positivement ou négativement avec un dispositif qu'on doit mettre sur place. Ce dispositif-là doit exister dans les milieux hospitaliers. Qui doit gérer ça? Au niveau central, au niveau périphérique. Qui a là cette responsabilité-là lourde de gérer ce principe de l'accueil en milieu hospitalier? Maintenant, je pense qu'il faut repenser, redéfinir le mot accueil. Des manquements, des écarts de langage, d'absence de guichet d'accueil, entre autres, sont déplorés par les patients et accompagnants. Amdi Santé suscite la question pour des solutions durables. Et puis, visite conjointe entre du ministre de l'Élevage, des productions animales et celui de l'agriculture à la foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Il tire un bilan satisfaisant avant d'ajouter que le Sénégal est dans une très bonne dynamique pour le développement de l'agriculture. Le Niger est le pays invité d'honneur pour cette 22e édition. Son ministre de l'Élevage d'appeler les pays africains à conjuguer leurs efforts pour la souveraineté alimentaire du continent. Compte rendu. Après avoir visité les stands d'exposition, de vente et d'échange des biens et services, le ministre de l'Élevage et des productions animales d'appeler à une coalition sénégalaise pour la souveraineté alimentaire vu le contexte économique mondial. Surtout que nous sommes dans un contexte international qui est extrêmement difficile. Nous avons aujourd'hui l'obligation, plus que par le passé, de créer les synergies entre acteurs du secteur privé, de l'État, de manière à pouvoir faire un grand mouvement ensemble. J'allais dire même une coalition sénégalaise pour aller vers la souveraineté alimentaire. Son collègue de l'agriculture de noter des avancées du pays dans la transformation des produits agricoles et la commercialisation. Nous remarquons de plus en plus que la transformation agricole est en marche avec vraiment maintenant des emballages qui peuvent nous permettre de faire du marketing. C'est ça qui manquait. C'est la commercialisation et la transformation qui tirent la production agricole. Niger, le pays invité d'honneur représenté par son ministre de l'Élevage, ce dernier y trouve inacceptable que l'Afrique puisse toujours dépendre des pays étrangers pour se nourrir. J'allais dire vraiment inadmissible qu'à l'aune de ce 21e siècle, que nous continuions à défendre pour l'essentiel en termes d'alimentation des pays étrangers. Il est l'heure pour que nous puissions conjuguer davantage nos efforts, pour que nous puissions en tout cas améliorer notre alimentation, créer de la richesse, créer de l'emploi pour nos jeunes et satisfaire nos besoins et aux besoins exportés. Les organisateurs estiment que la FIARA a atteint des dimensions beaucoup plus élevées. Ils demandent ainsi l'appui de l'État du Sénégal pour mieux valoriser et promouvoir les produits sénégalais. Cette foire se développe en plus. Nous comptons sur l'État sénégalais qui essaie d'apporter le maximum d'aide. Mais à chaque étape, on est confronté à des difficultés qui sont liées à la maturité de l'événement et à son ampleur. Et puis, visite officielle du vice-président de l'Inde au Sénégal. Il a abordé plusieurs points avec le chef de l'État Macky Sall, comme l'éducation, la santé, mais également par rapport au secteur de l'industrie, entre autres. Une collaboration dans bien des secteurs est annoncée, une façon de renforcer la coopération sud-sud après 60 ans de relations diplomatiques. L'ambassadeur de l'Inde au Sénégal est revenu sur sa tournée. Ses propos sont traduits par Ousmane Dramé. Commerce et de la culture. Et le président Macky Sall a donné des instructions à l'ambassade pour que le renforcement de ces secteurs soit fait. Un des secteurs, le président Macky Sall a parlé avec le vice-président, c'est le secteur ferroviaire, dont l'Inde est un des pays les plus cotés, avec un réseau ferroviaire qui dessert des millions de personnes. Étant donné le succès de l'Inde durant la pandémie du Covid-19, le président Macky Sall a sollicité la collaboration de l'Inde dans le secteur pharmaceutique et dans le secteur de la médecine également.
Vu que le Sénégal a beaucoup de ressources minérales aussi, le président a souhaité une collaboration dans ce sens. Et pour ce faire, nous allons inviter les compagnies indiennes qui sont dans le secteur du commerce et de l'industrie pour qu'ils puissent développer ce partenariat qui va être bénéfique pour tous les deux pays. Donc il y a beaucoup de sujets qui ont été traités, mais pour faire un résumé, la collaboration entre l'Inde et le Sénégal va se renforcer pour ça va être renforcé pour le bénéfice de tous les deux pays. Depuis 60 ans, on a eu un franc succès et tout ce que je souhaite, c'est juste les renforcer pour qu'ils aillent plus de l'avant. Je peux vous donner un exemple. En 2019, il y a eu un bateau de l'Inde qui est venu dans le cadre de la coopération, dans le cadre de la défense. Et ça a été vraiment une fierté pour moi parce que ça a été un grand pas dans la coopération entre les deux pays. Une autre avancée qu'on peut noter, c'est dans le cadre du commerce. Avant, on était à 1 milliard de dollars d'échange et en ce moment, on est arrivé à 1,6 milliard en termes d'échanges économiques entre les deux pays. Dans le cadre de l'éducation et la formation, l'école CEDT, qui est dans l'entrepreneuriat et la technique, cette école a été construite avec l'aide de l'Inde et depuis qu'elle a été créée, des milliers de Sénégalais ont été envoyés en Inde pour se former dans le cadre de la technique et de l'entrepreneuriat et également des étudiants d'autres pays. Et des milliers d'étudiants ont été formés et ils ont pu revenir dans leur pays et développer leur compagnie. Dans le cadre de la culture, j'ai vu qu'il y a des Sénégalais qui parlent bien indien. Les Sénégalais aiment les films de Bollywood et que ça rappelle de tous les acteurs. Et c'est un secteur à développer vraiment parce que c'est un secteur qui porte l'image de l'Inde au Sénégal. C'est la fin de ce rétro-flash sur Tawhid TV. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.